Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour notre séminaire avec IES Synergy. Je m'appelle Martina Forst. Je suis une journaliste de business basée à Londres et à Zurich. Pour ça, donc, comme je suis suisse, mon accent un peu suisse-allemand. Je travaille aussi pour l'IMD Business School à Lausanne et pour le Montreux Jazz Festival. C'est un très grand plaisir de vous accueillir tous aujourd'hui pour notre webinaire Solutions intelligentes de recharge des véhicules électriques. Le CEO et le CTO de IES Synergy, Jérôme Arnaud et Vincent Abadi, et aussi Arnaud de Frémicourt donneront leur point de vue sur le marché et pour vous, les clients, discuter de cette thématique pendant les prochaines 45 minutes suisses. Sur l'agenda, sur le programme d'aujourd'hui, cet après-midi, on a les dernières innovations technologiques qu'on va discuter. On va aussi donner les dernières nouvelles sur les stratégies pour adapter votre infrastructure VI aux changements technologiques et aux besoins du marché. On va avoir une discussion sur les défis et les solutions pour une mise en œuvre efficace. Et on va aussi parler comment optimiser son TCO, son Total Cost of Ownership, et aussi évaluer son ROI, Return on Investment. Tout d'abord, je voudrais vous donner trois introductions sur les messieurs qui vont nous joindre cet après-midi. Tout d'abord, on a bien sûr Jérôme Arnaud. Il est le groupe CEO de IES Synergy. Il dirige l'entreprise en se concentrant sur l'innovation, les opérations ainsi que les stratégies de croissance et d'expansion. Avant cela, il était PDF de Silverage Consult, directeur général chez Cordon Electronics et CEO de Blade Shadow ainsi que CEO de Doro AB. Ensuite, on a Vincent Abadi. Il est pionnier dans le domaine de la recherche et développement en empreinte indélébile en tant que responsable. Il est dans le domaine de la recherche et développement et actuellement le CTO de IES Synergy. Il dirige là le département de gestion de projet et aussi de research and development de l'entreprise. Avant cela, Vincent, il a consacré plus d'une décennie chez Schneider Electric, où il a laissé une empreinte importante en tant que responsable du département international dans le domaine research and development. Ensuite, le troisième monsieur, Arnaud de Frémicourt, est actuellement directeur de la performance chez Engie Vianeo. Il a été à l'origine du déploiement du réseau de bornes de l'énergéticien en lien avec sa volonté de participer à la décarbonisation des usages et des industries. Il est aussi membre du comité exécutif et dirige également l'équipe de développement pour les infrastructures de charge des poids lourds électriques et des bus. Bienvenue, messieurs. Vous pouvez monter sur scène maintenant. Bonjour. Voilà, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, Jérôme, je voudrais commencer avec vous. On a vu que le marché de l'électromobilité est en pleine évolution et transformation très rapide, bien sûr. Quels sont les principaux facteurs qui vraiment poussent et influencent l'évolution dans les 2 prochaines années? Merci Martina, bonjour à tous. Écoutez, oui, ce que l'on voit devant nous, c'est vraiment tout d'abord une augmentation du parc de véhicules électriques. On est vraiment au tout début de la courbe de croissance de ce marché, même s'il se vend environ 20% des voitures neuves aujourd'hui comme des véhicules électriques ou hybrides, la partie du parc reste faible. Ce faisant, donc un marché qui croît beaucoup, il y a des innovations technologiques qui arrivent. Et nous nous concentrons particulièrement sur des solutions de recharge globales, c'est-à-dire qu'à destination de la meilleure expérience possible,
on fait en sorte de mêler, d'adapter la puissance à différents types d'usages en fonction du temps disponible que l'on a. Et nous pensons d'ailleurs que la course à la puissance que l'on a vue récemment va probablement se ralentir un petit peu pour un meilleur équilibre des solutions. La solution globale avec, on y reviendra, différentes technologies. L'autre élément important que l'on voit, c'est qu'un écosystème global se met en place et qu'il y a besoin de collaborer entre les fabricants des véhicules, les fournisseurs d'énergie ou les opérateurs de recharge, ainsi que les fabricants d'infrastructures de recharge. C'est un monde qui donc se cohabite, s'interface, interagit. Il y a besoin de standards pour cela, c'est qui est en train de continuer de se faire avec des standards de plus en plus européens et normalisés. Et c'est la même chose aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, donc pour nous, un effort R&D important pour justement rester à la pointe, on en reparlera j'espère, de ce marché avec beaucoup de développement nouveau. Tout à fait, on ne peut pas se reposer. Et pour nos participants, vous pouvez utiliser à droite le chat pour poser des questions. On va prendre peut-être quelques questions pendant la conversation, mais sûrement à la fin, on a 15 minutes, 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc, commencez déjà à les écrire, à les réfléchir et puis on va répondre à la fin. Arnaud, il y a beaucoup de politiques, toujours là aussi politiques gouvernementales qui sont quantifiées, échelonnées aussi. Quel est l'impact sur les entreprises françaises des politiques gouvernementales? Oui, bonjour à tous. Merci Martina. Alors, effectivement, l'État a mis en place et a transposé d'ailleurs pas mal de directives européennes qui ont tendance à être très incitatives pour l'électrique ou même, je dirais, plus souvent très dissuasives pour le thermique. Ce qui nous pousse tous. Il y a des contraintes qui vont toucher directement les flottes d'entreprises, notamment les réglementations sur le pourcentage de véhicules électriques qui doit être croissant dans les flottes, ou encore l'équipement sur les parkings, issus de la loi LOM. Et après, aussi des éléments qui vont impacter les déplacements des collaborateurs, voire même des tournées. Le plus évident, par exemple, c'est la mise en place des zones à faible émission. Si vous êtes dans une activité dans une zone concernée, ça va tout de suite vous impacter. Ou encore, après, il y a tout un tas de réglementations un peu indirectes qui vont concerner les constructeurs de véhicules ou, par exemple, l'interdiction future de la vente des véhicules thermiques qui, évidemment, vont impacter indirectement l'activité. Alors, c'est évidemment, et c'est un peu naturel, c'est avant tout des mesures plutôt dissuasives, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a quelques mesures positives. Il faut penser, par exemple, aux bonus, aux subventions type Advenir, par exemple, qui s'appliquent pour les bornes, aux bonus à l'achat des véhicules électriques, ou encore un peu plus éloignés, mais des avantages comme la minoration de l'avantage en nature pour les salariés qui vont beaucoup se voir. Tout ce contexte-là, ces contraintes réglementaires et techniques, elles apportent aussi pas mal d'opportunités. Il faut quand même s'en rendre compte et ne pas l'oublier, puisque le véhicule électrique, il est en soi, il porte la promesse de réduire le coût total de la flotte, avec un coût au kilomètre qui revient beaucoup plus bas que les autres motorisations, de réduire les émissions en scope 1, en scope 3, pour les entreprises qui font plus attention à leur bilan carbone, c'est évidemment un impact important. Ça peut générer des revenus si les bornes sont ouvertes ou semi-ouvertes, par exemple. Et puis, assez indirectement, c'est aussi un grand facteur d'attractivité ou d'image pour l'entreprise auprès des collaborateurs, auprès des clients. Il ne faut pas le négliger. Ça nous amène à la prochaine question pour Vincent. Bien sûr, il y a beaucoup d'opportunités. Martina, oui. Je voulais juste un peu rebondir sur ce que disait Arnaud pour aussi quand même bien expliquer que ces obligations ou ces contraintes ou ces incentives qui viennent de la part du gouvernement ne sont pas tous vraiment bien prises en compte par l'ensemble des PME notamment. Et donc, on a un travail là de pédagogie vis-à-vis de l'ensemble de ce marché qui doit un petit peu se préparer à ça. Et à titre d'IES, je voulais aussi citer l'effort de l'État, c'était dans la partie financement de la recherche, pour lequel aussi dans le cas du plan France 2030, l'État et IES a été lauréat de ce programme afin de développer des solutions de charge qui sont réversibles et qui vont être disponibles en 2025. Ah, ouais. Excusez-moi.
Très bien, très bien. Donc, Vincent, quelles de votre perspective sont les innovations technologiques les plus prometteuses maintenant dans les peut-être 2 prochaines années parce que le développement est tellement rapide? Bonjour à toutes et à tous. Merci Marina. Donc, oui, sans rentrer dans le détail technologique trop précis, il y a plusieurs axes importants dans les prochains mois et prochaines années sur ce marché qui est très dynamique d'un point de vue technologique. Le premier axe, c'est de simplifier l'usage des bornes de recharge, que ce soit le plus simple pour les utilisateurs. Donc, avec des axes de développement autour de la simplification de la gestion du câble, pour que ce soit le plus transparent possible, mais aussi pour que la charge se fasse de manière un petit peu automatique, sans transparence, sans avoir besoin d'avoir un badge pour l'usager. Il y a aussi un ensemble de solutions qui permettent d'ajouter des bornes de recharge sur un parking sans pour autant avoir besoin de surinvestir sur l'infrastructure de connexion au réseau électrique. On a tous un abonnement au réseau qui est limité, qui a une capacité limitée. Et donc, en ajoutant des bornes, il faut avoir de la puissance en plus pour ce service-là. Et donc, il y a des solutions technologiques de gestion d'énergie intelligente qui permettent de lisser la charge des véhicules quand l'énergie est disponible, ce qui permet de limiter l'investissement. Et au-delà de ces technologies, comme le disait tout à l'heure Jérôme, nous travaillons aussi sur des technologies de recharge qu'on appelle bidirectionnelles, qui permettent à la fois de charger un véhicule, mais aussi décharger la batterie du véhicule vers le réseau électrique. Et ça, ce sont des promesses importantes pour l'avenir lorsque les flottes de véhicules seront importantes, pour permettre d'utiliser en fait les véhicules non seulement comme un moyen de mobilité, mais aussi comme une grosse batterie de stockage qui peut être utilisée pour le réseau électrique en période de pointe. Et donc, c'est aussi un levier ultérieur de revenus. Et il ne faut pas négliger en fait dans ces technologies-là tout ce qui est logiciel et cybersécurité autour du logiciel. Donc, nous avons une solution de supervision de nos bornes dans le cloud, qu'on appelle Kiwatt Cloud Suite, qui permet aux possesseurs de l'infrastructure de recharge de superviser ce qui se passe, de mesurer ces indicateurs de performance, d'économie de CO2, de gain de coûts, et d'avoir pour nous, de notre côté, en tant que fabricant, une vision sur l'installation et de pouvoir intervenir très rapidement et de maintenir un grand taux de service des installations, voilà, qui est un défi quotidien pour les bornes de recharge. Voilà les principaux axes, il y en a bien d'autres, mais c'est pour faire un premier résumé, un premier aperçu. Super, merci beaucoup. Arnaud, pour les participants qui ne sont peut-être pas des experts comme moi-même, est-ce qu'on peut passer toute la flotte en électrique ou bien quels sont les principaux défis que les entreprises doivent relever avec quelle stratégie? Est-ce qu'on peut avoir une scalability des solutions? Alors oui, on peut complètement. Nous, par exemple, chez Engie Vianeo, on l'a fait. C'est en cours encore, mais on l'a lancé. Et on a pas mal de partenaires et de clients qui le font aussi. Donc, c'est tout à fait possible, même si la plupart des entreprises vont assez logiquement avoir une approche progressive qui est très bien aussi, bien sûr. Ça pose pas de blocage. Alors, les défis que ça pose, on pense toujours au coût. Le coût, ça va coûter peut-être plus cher sur certains postes, même si on rattrape sur d'autres. Ça reste un problème majeur. Mais de ce que je vois, c'est un problème qui se résout tout seul, puisque les coûts totaux de possession, quand on inclut le carburant à la maintenance, ont vraiment tendance à baisser. Et encore plus vite maintenant que petit à petit, les sociétés de leasing commencent à avoir une meilleure vision sur le coût de revente du véhicule, qui fait qu'ils étaient plus prudents il y a 1 an ou 2, commencent à être un peu plus relaxés sur le sujet et donc avoir des TCO plus favorables. Mais les vrais problèmes qui vont rester, et nous, c'est plutôt ça qu'on a eu avec nos partenaires et nous-mêmes. En fait, c'est des problèmes de résistance au changement assez classiques dans les équipes. L'inquiétude des équipes, des managers, est très classique sur le véhicule électrique. Et puis l'autonomie et la puissance de charge. Et est-ce qu'on va trouver des bornes là où on en aura besoin? Des questions tout à fait normales. Et l'avantage, c'est que comme c'est des inquiétudes un peu molles, je dirais, c'est pas du dur. Mais en fait, une bonne dose de pédagogie permet vraiment d'avancer. Il y a 2-3 ans, c'était plus difficile. Il y avait beaucoup moins de bornes sur les routes, par exemple, beaucoup moins de collectivités équipées. Donc, l'inquiétude sur les bornes était réelle. Et moi, je roulais déjà en électrique à l'époque. C'est vrai que j'ai eu quelques passages difficiles. Oui. Aujourd'hui, très honnêtement, il n'y a plus à s'inquiéter. Les bureaux s'équipent, les entreprises, les magasins, les maisons. Donc, cette inquiétude-là est vraiment en train de disparaître complètement.
Et donc, on raisonne avec de la pédagogie, faire des tests, montrer l'exemple aussi. Hein, ça commence par le management, souvent, de montrer l'exemple avec des véhicules appropriés. Et puis, nous, on a pu le faire aussi en jouant le jeu, c'est-à-dire en proposant aux salariés des véhicules, une gamme qui incluait des véhicules d'un bon niveau de gamme, c'est-à-dire une belle autonomie qui permettait de les rassurer. Et ça a très bien marché. Nous, on a dans l'équipe, à ma connaissance, personne qui a souhaité retourner sur un véhicule thermique. Donc ça, une fois qu'on l'a adopté, en général, c'est pour toujours. Et ça fonctionne très bien. Et même sur les véhicules haut de gamme, on a eu des TCO qui étaient inférieurs, voire bien inférieurs à ce qu'on avait avant sur les véhicules thermiques. Donc, très satisfaisant comme transition. Très bien. Jérôme, au niveau législatif, il y a aussi beaucoup de changements en France avec la loi d'orientation sur les mobilités, LOM, qui oblige jusqu'à 2025 à prééquiper les parkings neufs ou rénover en bornes de recharge ainsi que les bâtiments tertiaires. Cela va être un très grand changement et aussi un vrai défi pour une grande majorité des entreprises. Comment est-ce que vous accompagneront ce changement? Alors oui, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a peu d'entreprises déjà qui le planifient actuellement. Or, installer des bornes sur un parking, ça peut nécessiter un permis de construire et ça prend un certain temps. Et donc, il est important de prévenir, et c'est pour ça qu'on fait ce genre de webinaire, de l'importance de tenir ces dates, car c'est en effet une loi qui s'impose. Comment est-ce qu'on peut donc aider et qu'est-ce qu'on apporte comme solution? Déjà, on va pouvoir permettre aux entreprises de combiner les bornes de recharge avec des panneaux solaires qui vont permettre de produire de l'électricité qui va éviter d'avoir à modifier son transformateur éventuellement avec Enedis ou son abonnement. Donc ça, c'est un premier élément complémentaire aux bornes qui permet d'améliorer la chose. Vincent citait tout à l'heure les batteries. Les batteries permettent également de décaler la consommation de l'énergie produite par du solaire à des heures où il fait moins jour et de pouvoir fournir plus de puissance à un moment donné alors qu'on a moins de puissance disponible en amont. Donc tout ça, ça fait partie des solutions qu'on peut apporter. Ensuite, on va demander aux entreprises de faire un choix, à savoir si elles veulent s'occuper de la charge et donc de déduire des bulletins de salaire les charges qu'elles auront fait en prenant en compte en effet les éléments d'URSSAF, même s'ils réduits, ils vont exister de plus en plus. Et puis ou bien faire l'autre choix, c'est-à-dire de déléguer l'ensemble de cette gestion à un opérateur de charge qui va investir dans les bornes. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de débours de cash à faire. Voilà, donc là-dessus, on va aider les entreprises à faire ces choix-là. On a des partenaires pour faire l'une ou l'autre des solutions. Et donc, tout ça, ça passe par du conseil et de l'accompagnement avec des visites sur site que nous organisons avec nos partenaires installateurs. Voilà, et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose à démystifier, mais par contre, à mettre en place dès que possible, parce que, comme le disait Arnaud, le réseau globalement est bon, mais le parc va augmenter progressivement. Il va falloir continuer l'effort de déploiement. Très bien. Vincent, on parle en ce moment aussi beaucoup de PNC, qui est l'abréviation pour personnel navigants commerciaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les raisons d'être et l'impact sur l'utilisateur? PNC dans le cadre des bandes de recharge veut dire plug and charge. Oh mon Dieu, vous voyez, en fait, c'est pas grave. Merci pour l'explication. C'est pas grave. Oui. Non, c'est une technologie qui fait partie des technologies qui facilitent l'usage des bornes tout en améliorant la sécurité. Donc, le principe du plug and charge en fait est assez simple. C'est au lieu d'utiliser un badge ou une carte bleue pour s'identifier, c'est la voiture qui intègre un identifiant sécurisé. Et il suffit donc juste de brancher le câble de la borne sur le véhicule pour que la voiture envoie son identifiant à la borne et la charge démarre automatiquement sans qu'il y ait besoin de sortir un badge ou une carte bleue. Donc, au-delà de cette simplicité d'usage qui est évidente pour l'usager, cette technologie a l'avantage de pouvoir connaître les recharges faites par le véhicule et non par l'usager, ce qui, pour des sociétés proposant à leurs collaborateurs des voitures de fonction, est un moyen vraiment plus sûr et plus fiable d'identifier les charges faites par le véhicule
que de fier à un badge qui pourrait être utilisé pour charger d'autres véhicules, en particulier lors de la recharge au domicile du collaborateur. On pourrait vraiment s'assurer que la recharge est faite par ce véhicule et mesurer toutes ces dépenses-là et bien sûr les rembourser le cas échéant. Mais pour obtenir cette simplicité, cette sécurité, donc tout ce qui paraît simple de l'extérieur, des fois est très complexe à concevoir. Donc, c'est des technologies assez complexes et qui demandent aussi d'être mises en œuvre chez plusieurs acteurs de l'écosystème, donc que ce soit les fabricants de voitures qui doivent intégrer ces identifiants, les bornes de recharge, les opérateurs et le législateur. Et nous avons fait le choix il y a 2 ans d'intégrer un groupe de travail qui s'appelle Mobena, qui a mis autour de la table les principaux acteurs français de l'écosystème, à savoir Renault, Stellantis, des opérateurs de charge et la JREV. Grâce à cela, on a abouti en fait à la fin par une solution opérationnelle qui est aujourd'hui opérationnelle sur le site de Longvilliers, opéré par Vinci Autoroute, sur lequel une borne kilowatt d'IES Énergie a permis la mise au point de la solution qui est effective et qui a fonctionné avec des véhicules de Renault et Stellantis. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très prometteur à l'avenir pour des raisons de simplicité et de sécurité. Merci beaucoup aussi pour votre explication de PNC. Arnaud, quels sont maintenant les intérêts de combiner les projets de bornes avec les projets de solarisation des parkings ou des toitures ou avec aussi des batteries externes? Alors, Jérôme l'avait un peu évoqué, j'ai rien à rajouter dessus. C'est une très bonne optimisation. Il y a des contextes de loi qui arrivent en même temps sur les 2 sujets. Les entreprises ont tout intérêt à essayer de lier les deux et IES propose, on l'a vu, des super solutions là-dessus. Et bien rappeler que le solaire permet d'avoir un coût d'une partie d'électricité, celle-là qui va être produite, qui est fixe, parce que c'est l'amortissement d'un investissement ou un accord avec un opérateur de production qui rend l'électricité environ au tiers de celle qu'on achète à Enedis aujourd'hui ou à d'autres opérateurs. Oui, ça c'est aussi important, oui. Jérôme, je reste avec vous. Comment est-ce que votre entreprise et son écosystème avec beaucoup de partenaires peut en fait transformer maintenant le défi, le challenge de la loi LOM qu'on a déjà discuté en opportunité de business pour les entreprises? Oui, alors je pense que Arnaud l'a évoqué tout à l'heure, on peut ouvrir sa borne au public. Déjà, il y a de la marque employeur. On a fait des restaurants d'entreprise dans lesquels les entreprises rendent le repas moins cher. Là, c'est un petit peu la même chose. On incite des collaborateurs à passer à l'électrique parce que tous n'ont pas des véhicules de fonction de société. On offre une capacité de recharge parce que tous n'habitent pas dans du pavillonnaire où il est facile de se recharger, et puis ils peuvent être dans des habitats collectifs et donc l'entreprise va offrir une solution de recharge plutôt bien adaptée pourvu qu'elle soit à un prix qui ne soit pas plus élevé que ce qu'elle pourrait avoir à domicile. Donc ça fait en sorte que l'employeur va vraiment se positionner là-dessus et ça va permettre au couple employé-employeur de s'y retrouver et d'avoir une bonne relation. Je crois que c'est ce que l'on peut dire là-dessus. Et bien sûr, les deux font de la RSE, la responsabilité sociale là-dessus en décarbonant la mobilité qu'on expliquait tout à l'heure du scope 1 et 3. Un de vous peut peut-être aussi répondre à la question comment les entreprises peuvent maintenant optimiser leur gestion en transformant leur parking et évaluer aussi efficacement le ROI. Qui voudrait répondre à cette question? Je peux ouvrir. Oui. Alors déjà, on l'a évoqué tout à l'heure, le coût lui-même de la flotte et des véhicules, quand c'est des véhicules d'entreprise, est porteur de toutes les solutions pour être moins cher que l'équivalent en flotte thermique. Donc ça déjà, c'est la base. Et la borne, elle a un rôle très important. La borne au parking de l'entreprise aura un rôle important puisque soit l'entreprise a une politique de prendre en charge le carburant, donc c'est bien sûr le cas pour la flotte de service, ça peut être le cas aussi dans certaines entreprises pour la flotte de véhicules de fonction. Dans ce cas, la borne, étant donné que c'est l'endroit où les salariés sont tous les jours, ceux qui n'ont, comme l'a évoqué Jérôme, pas forcément de solution à domicile ou à l'extérieur, c'est un très bon moyen de contrôler le prix de l'essentiel des recharges, puisque au bureau, la recharge peut être à un prix avantageux, c'est le coût de l'électricité du bâtiment, c'est là que ce sera le moins cher, et ça, c'est vraiment très favorable.
Et si à l'inverse, l'entreprise ne prend pas en charge parce qu'elle ouvre la borne aux salariés, mais pour leur véhicule personnel, donc c'est pas forcément pris en charge, bah là, la borne, à l'inverse, elle va générer un revenu. On peut fixer un prix qui, bien sûr, peut être différencié en fonction du type d'utilisateur, qui peut être avantageux pour le salarié, tout en permettant à la borne de se rembourser. Donc, l'investissement dans la durée, les bornes, maintenant, on commence à avoir du retour, ont une très bonne durée de vie. C'est des équipements qui peuvent tenir assez longtemps s'ils sont bien maintenus. La borne aura largement le temps de se rembourser dans le temps. Pour comment on évalue le ROI, le retour sur investissement, alors là, je dirais que c'est encore plus facile en électrique que ce que ça pouvait être en thermique, parce que par définition, tout cet écosystème électrique est vraiment bâti sur de la donnée, sur des plateformes. C'est beaucoup plus facile de remonter les données, de construire ces tableaux de bord, de comparer les éléments entre eux. Et ça, en général, on le voit très vite. Les charges sur le bureau, les charges en dehors du bureau, les coûts des véhicules et tout ça, bien sûr, tout ça est assez facile à remonter en général. Je voudrais. Si on compare au thermique, vu toutes les aides qui ont été mentionnées en amont, le ROI s'en trouve renforcé. Sans oublier non plus que derrière, on améliore la valeur du patrimoine quand on est propriétaire du terrain de son entreprise, parce que si on a mis du photovoltaïque, si on a mis des bornes, eh bien, d'abord, on est conforme à la réglementation, mais deux, on a quelque chose qui peut intéresser un potentiel acquéreur quand l'entreprise déménage ou en s'agrandissant. Très bien. Je voudrais laisser assez de temps après pour les questions des participants, donc on passe un peu vite. Vincent, peut-être je vais vous demander, on parle beaucoup d'écosystème maintenant. Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que l'IES met en place pour aider à la gestion pour l'infrastructure, et aussi quels sont les plus grands changements qu'on va aller voir pour chez l'entreprise IES dans le futur. Alors, donc, chez IES, historiquement, on était une société qui fait de la conversion de puissance depuis 30 ans, donc c'est le moteur d'une borne de recharge. Mais depuis, en fait, tout en continuant à investir dans cette technologie-là, qui est importante pour optimiser la qualité, le rendement et le coût des solutions de charge, on a de plus en plus travaillé sur des architectures de produits modulaires et maintenables pour faciliter la mise à disposition rapide d'une réparation sur le terrain, de permettre aussi de garantir une évolutivité du produit en cas de demande du marché qui évolue, de pouvoir remplacer qu'une partie de la borne. Donc ça, ce sont nos axes de développement principaux, côté matériel, mais surtout, on a investi beaucoup plus de part de notre R&D sur les logiciels et supervision des bornes. Donc, le logiciel intégré dans nos produits pour faciliter le diagnostic et l'usage des produits, mais aussi donc la supervision qui nous permet à distance de voir ce qui se passe sur le terrain, de collecter des données pour pouvoir faire de l'analyse de ces données, pour faire de la maintenance préventive, par exemple. Donc, ça, c'est des choses qui sont nos axes de développement, et on met à disposition des équipes de maintenance des bornes du logiciel qui permet aussi à ces équipes de maintenance de pouvoir faire des interventions rapides, en partie à distance. Voilà. Donc ça, c'est les axes principaux qu'on travaille aujourd'hui, une orientation plus service, en fait, on va dire, plus logiciel. Et en dernier lieu, donc comme évoqué par Jérôme, on travaille aussi avec beaucoup de partenaires aujourd'hui, donc on construit une solution globale, en fait, tout un écosystème de solutions, et on ne vend pas seulement qu'une borne, en fait, la plus performante possible, on essaie d'avoir une solution complète avec tout un ensemble d'éléments qui permet en fait d'avoir une solution pour le propriétaire de l'infrastructure et pour l'usager qui soit la plus optimale possible. Super, oui. La dernière question de ma part pour Arnaud, c'est un peu technique. Pour la recherche, est-ce que c'est la recherche rapide, moyenne ou lente qu'il faut favoriser maintenant? Alors, c'est vraiment important de savoir de quel usage on parle. Pour les véhicules de service, ça peut être très varié. Si vous êtes une entreprise qui fait des tournées, qui a des livraisons, quel que soit le service, des interventions, il est impératif de faire une étude en amont. Quel véhicule vous avez ou vous envisagez d'avoir, la durée des tournées, la distance parcourue, la puissance qu'acceptent les véhicules, leur autonomie. Ça permet de déterminer le nombre de points de charge, la puissance de points de charge. Et ça peut être très différent selon les contraintes de chaque flotte. Pour le véhicule, les flottes de véhicules légers, personnels ou véhicules de fonction, c'est beaucoup plus la même chose. Là, en général, ça sert à rien de faire la course à la puissance.
En plus, ça pourrait apporter des problèmes. Une borne de haute puissance pour les salariés, ça veut dire qu'on recharge vite, ça veut dire qu'il faut aller venir débrancher la voiture au cours de la journée. Enfin, c'est pas forcément adapté à un usage de bureau. Donc là, les bornes de 3 à 7 kW en général sont parfaitement adaptées. Elles sont moins chères, plus faciles à mettre en place. En plus, elles ont tendance à préserver la durée de vie de la batterie. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ce qui n'empêche pas sur les grands parkings de, par exemple, compléter avec une borne un peu plus rapide qui permet s'il y a des usages un peu plus urgents, de venir compléter. Mais ça n'a rien d'indispensable. La haute puissance va plutôt être utile si le site est ouvert au public, mais au grand public, avec peut-être des usages commerciaux de la borne. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais prendre la dernière question là de Sébastien qui demande quelles stratégies sont en place pour garantir la sécurité et la protection des données dans les systèmes de recharge. Je vois que Vincent, il a déjà commencé à taper. Est-ce que vous voulez… J'étais en train de répondre à cette question. Répondre oralement. Oui. Allez-y. Oui, donc sur tout ce qui est sécurité des données, la cybersécurité, c'est un axe vraiment important pour nous. On voit pas trop aujourd'hui dans les appels d'offres sur les infrastructures de recharge, mais pour nous qui est prioritaire. On a beaucoup de fonctionnalités autour de cela dans notre logiciel, que ce soit des protocoles de communication sécurisés, TLS 1.2, 1.3. On a aussi des communications modem privées, avec peine privée et non pas publique, pour s'assurer qu'il ne peut pas y avoir d'observation de ce qui se passe. On a aussi un logiciel qui est mis à jour régulièrement via le modem, mais comme cette mise à jour peut être potentiellement attaquée, on a des logiciels qui ont une signature électronique sécurisée avec une clé renforcée. On a aussi dans le logiciel un petit logiciel qui s'appelle SecureBoot qui va vérifier que le logiciel qu'on a téléchargé est un bon logiciel qui vient bien d'iOS et qui n'a pas été corrompu. Donc tout un ensemble de choses. Et pour ce qui est des données, aujourd'hui, nous, on se limite à regarder les données qui sont techniques. On ne collecte pas de données d'utilisateurs de cette partie-là. Car la RGPD est un vrai sujet. On vraiment se limite à des données techniques aujourd'hui. Et avant d'aller vers des données plus données utilisateurs, on s'assurera d'avoir une stratégie de RGPD solide. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment important. On ne peut pas se permettre d'avoir des failles de ce point de vue-là. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Je crois que oui. Si jamais… Martina, si vous voulez, je vais répondre. Il y a 2-3 questions qui peuvent peut-être se répondre en un fois. C'est les bornes, c'est toujours la même chose depuis quelques années. Deuxièmement, comment est-ce qu'on assure un taux de disponibilité, parce que c'est un frein pour les clients, pour nos collaborateurs, pardon. Et en même temps, combien ça coûte de maintenir. Sur ces 3 questions, ce que je voudrais vous dire, c'est que tout d'abord, oui, la technologie évolue et typiquement, on vient de sortir des bornes qui ont des conceptions modulaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une borne, c'est fait de modules de puissance, de modules d'entrée, de modules de sortie qui vont distribuer sur chacun des câbles. La législation aussi demandé à ce qu'on mette des compteurs électriques qui vont bien mesurer que la puissance que l'on vend, donc en euros, est bien fournie réellement avec une mesure indépendante. Tout ça, ce sont des blocs qui sont raqués à l'intérieur de la borne. Alors qu'avant, c'était beaucoup de cartes électroniques et beaucoup de câblage qu'il y avait à l'intérieur des bornes. Cette évolution, elle apporte une maintenabilité de la borne qui est juste révolutionnaire par rapport à ce qui se faisait avant. Et donc, donc ça, c'est pour répondre au fait que ça change. Bien sûr, les niveaux de puissance évoluent avec, mais c'est pas forcément aussi utile en entreprise. Ensuite, on a le fait qu'on monitore, comme l'expliquait Vincent, qu'on supervise l'ensemble du parc de manière plus précise qu'avant. Donc ça, c'est l'évolution produit. Pour la maintenabilité, ce qui compte, c'est le taux de panne, le taux de disponibilité, c'est le taux de panne, le temps pour intervenir et la rapidité pour le faire. Donc tout ça, vu la nouvelle évolution de nos bornes, c'est quelque chose qui évolue, qui permet de réduire énormément le temps où la borne ne marche pas, ce qui est très très important. La plupart des réparations peuvent se faire également à distance, ce qui a aussi beaucoup évolué. Donc ça nous permet de avoir des taux de disponibilité très élevés et de rassurer l'ensemble des collaborateurs là-dessus. Et enfin sur le coût de la maintenance,
et bien là, il va dépendre en fait du type de contrat que vous souhaitez et donc du risque que vous prenez sur vos taux de disponibilité. Et c'est un peu comme sur le matériel informatique ou des choses comme ça, sauf que en pourcentage du prix de l'infrastructure, c'est beaucoup moins élevé. On est sur des choses en pourcent de 1, 2 à 5% grosso modo de l'infrastructure par rapport à des 10% qu'on retrouve généralement dans tout ce qui est serveur ou autre chose. Là, Sébastien a encore une follow-up question. Quel est le rôle des véhicules électriques dans le soutien à la stabilité du réseau électrique grâce à des technologies telles que le V2G? Alors, ça, c'est le rôle. Alors, alors, ça, c'est une très bonne question, mais alors, elle peut nous prendre longtemps parce que déjà, quel véhicule? Un véhicule va jouer un rôle, en effet, à domicile. Le propriétaire du véhicule peut s'en servir pour faire tampon, pourvu que le véhicule soit chargé, soit disponible au moment où on en a besoin, mais typiquement le soir, quand on arrive, si la batterie est quand même un peu chargée, ça peut aider. Et en effet, ça va délester le réseau à un moment où la consommation est élevée. Dans le cas du véhicule sur un site professionnel, il faut encore que l'employé accepte qu'on fasse faire des cycles à la batterie de son véhicule si ce n'est pas un véhicule d'entreprise. Par contre, les camions, les bus, les véhicules d'entreprise, eux, vont être des contributeurs au fait, pour dire clairement et rapidement ce que ça fait, c'est-à-dire qu'on utilise la batterie du véhicule pour restituer un moment où l'électricité est chère ou rare, du courant, donc en vidant ces batteries pour les re-remplir un peu plus tard, à un moment donné où l'électricité va être plus disponible ou moins chère. Très bien. Donc oui, elles vont jouer un rôle. Dans quelle mesure? Ça va dépendre de leur proportion du parc, de la mise en place. Je rappelle que pour faire du B2G, il faut que le véhicule soit compatible, que la borne le soit et que quelque part, quelqu'un sache faire du trading aussi pour savoir si combien vaut l'électricité à l'instant T. Donc, tout un écosystème qui doit être monté. Très bien. Cyril avait encore une question. Quelle est votre vision de l'avenir pour les EMSP, sachant que le plug and charge va se généraliser, les réseaux des CPOS se développer et Waze, Google Maps fournir les infodonnées du réseau des bornes disponibles? Peut-être Arnaud, tu veux répondre à cette question? Oui, alors on est en plein dans des sujets d'écosystème. Donc les IMSP, pour qui c'est pas clair, c'est notamment les fournisseurs qui vous donnent un badge d'accès aux bornes et qui s'assurent de l'interopérabilité, qu'on puisse avec une même carte aller dans plusieurs bornes. En France, il y en a un très connu, bien sûr, qui est ChargeMap, il y en a plein d'autres. Et ils sont pas tous opérateurs de bornes en même temps. Aujourd'hui, c'est une solution très pratique. Il existe des solutions un peu alternatives. L'existence de l'auto-charge et du plug and charge, qui sont les technologies sans badge, ne veulent pas dire qu'il n'y a plus de fournisseurs de services de mobilité. Simplement, au lieu de passer par un badge, ils peuvent utiliser la voiture elle-même. Donc, ce qui n'empêche pas d'avoir un suivi de la flotte, un suivi des consommations de chaque véhicule. C'est même encore mieux, hein, comme l'expliquait Vincent. Donc, ça n'empêche pas. Cela dit, ce sont des opérateurs qui sont en pleine transformation pour justement avoir des services de gestion de flotte et pas uniquement un badge qui ouvre la borne, avoir des services de paiement, des services de promotion et peut-être dans le futur, pour relier avec ce que Jérôme évoquait, que le badge puisse donner accès aussi à des services en lien avec ce trading de l'énergie. Et pourquoi pas demain, le client, sa voiture sert dans une certaine mesure à la stabilité du réseau. Peut-être que demain, le client en verra un avantage direct pour lui aussi dans son prix de recharge. C'est pas encore le cas, mais c'est des choses qui ont en fait plein d'avenir aussi. Je rajouterais peut-être une analogie, pardon Martina, avec le monde des télécoms. Hein. Je pense on trouve beaucoup d'analogies entre ce qui s'est passé dans les télécoms et ce qui se passe actuellement dans les réseaux de charge. Il y a des opérateurs qui ont investi dans des réseaux et vous avez eu, alors au moins pendant une certaine partie, ce qu'on appelait des MVNO, hein, des opérateurs virtuels qui s'appuyaient sur les infrastructures de télécom des gros et qui offraient des services différenciés sur des niches, ou sur une partie de la population. Et donc, je pense que c'est, comme l'expliquait Arnaud, ce genre de services qui vont continuer à exister, mais qui vont se transformer, parce qu'en effet, la carte RFID qui permet d'éviter d'en avoir 5 pour
aller sur plein de bornes va perdre de l'intérêt quand le plug and charge sera là. Monichka avait encore deux petites questions. La première, c'est quel est le coût recourant pour maintenir le parc des bornes de recharge? J'ai répondu dans le pourcentage. Vous voulez répondre aussi à sa question? Avez-vous des projets en marché en Asie du Sud-Est? Alors pour l'instant, j'ai dit que non, je l'ai pas dit d'ailleurs. On se concentre sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, je n'ai pas d'informations bien précises là-dessus à donner pour l'instant. Alors, on va prendre la question de Arthur. Sur un marché en pleine croissance, comment se positionner votre société fleurant de l'industrie française? Quelle croissance? Donc, c'est une bonne question. Peut-être chacun de vous peut répondre pour terminer le webinaire. Voilà, donc je pense que c'est important, merci Arthur, de rappeler qu'on est une entreprise française, qui fabrique ces bornes en France, en tout cas pour la plupart d'entre elles et demain la totalité. Donc ça, c'est un point très important aussi pour le RSE parce qu'on décarbone la mobilité et ce qu'on veut, c'est que nos bornes ne soient aussi pas en train de générer trop d'émissions de carbone à leur création, d'où cet assemblage, toute la partie mécanique, tout ça est fait en France. Nous, on fait une croissance à 2 chiffres. Significative dans le domaine des bornes. On n'a pas que cette activité dans l'entreprise et donc on est en train de croître significativement de plus de 20% en tout cas sur l'année 2023 alors que c'était une année de transition où justement on sortait cette nouvelle gamme qui va nous permettre de vraiment accélérer en 2024. S'il y a encore une question des participants, posez-la maintenant. Si jamais, je vais demander la même question à Vincent et Arnaud pour donner la perspective pour le futur. Tapez encore la dernière question. Si jamais, Arnaud, quelle est la croissance de l'industrie? Alors, l'industrie, ce marché-là explose, comme ça a été dit d'ailleurs depuis le début. L'important est de le saisir au bon moment, ne pas arriver trop tard, ne pas se saisir des questions un peu trop tard. C'est le bon moment pour s'en occuper. Je reboucle aussi avec la question à laquelle Jérôme avait répondu sur une personne qui disait les bornes sont un peu toutes les mêmes. Alors, donc pour faire partie d'une entreprise extérieure, on mène très régulièrement de très nombreux bancs d'essai pour savoir les bornes qui ont les meilleures les différences entre elles. Et je peux vous dire que non, les bornes ne sont pas du tout les mêmes. Acheter sa borne auprès d'une entreprise française qui a un track record, qui est aussi proche pour être capable de la maintenir, de conseiller, de former les équipes sur place et toutes ces choses-là, ça fait une énorme différence dans la durabilité, dans l'usage, dans la dégradation des véhicules, puisqu'une mauvaise borne peut abîmer les véhicules. Et c'est pas comparable, on le voit pour nos propres achats comme pour de nombreux partenaires. Il y a des marques qui se font blacklister régulièrement parce qu'on se rend compte au bout d'1 ou 2 ans que, alors en maintenance, ça explose, ça marche pas du tout, la réactivité peut ne pas être bonne. Donc oui, ça fait une vraie différence et le choix de l'entreprise et avec IES qui est à la fois proche et des bornes construites en France avec un grand contrôle industriel, d'ailleurs se concentrer auprès d'un vrai industriel, c'est vraiment pas la même chose. Et pour vous, Vincent? En termes de croissance, aujourd'hui, on a vu une première phase qui est très importante au niveau des véhicules légers, en fait, des voitures, on va dire. Et on n'a pas trop parlé du sujet, mais le vrai relais qui va arriver pour nous, pour fabricants de bornes de recharge rapide, ça va être tout ce qui est véhicules lourds comme les camions et les bus. Donc les bus ont déjà commencé à être électrifiés. C'est plutôt les bus batteries que les bus hydrogène qui sont en train d'être vendus actuellement. Et les camions s'électrifient. Maintenant, là, il y a comment des modèles qui commencent à sortir. Ça va commencer par le périurbain et très vraisemblablement après un corridor pour que même les transports longs se fassent avec des camions sur batterie et pas peut-être un peu sur hydrogène, mais plutôt sur batterie. Aujourd'hui, c'est la tendance parce que ces véhicules-là sont moins chers à fabriquer, qu'il y a déjà une infrastructure de recharge, et que le coût aussi de l'énergie, entre l'énergie dans une batterie et l'énergie hydrogène qui est transformée plusieurs fois, le rendement est bien meilleur sur batterie et donc le coût d'utilisation d'un camion électrique sur batterie est meilleur que hydrogène. Donc ça, c'est un vrai relais parce que quand les camions seront électrifiés en termes de bandes de recharge, il y aura besoin de plus gros besoins parce qu'on ne va pas charger le camion à la maison. Il faudra de l'infrastructure en dépôt et des grosses infrastructures sur les autoroutes pour pouvoir permettre aux camions de transiter tout au long de l'Europe. Ça, c'est le vrai relais de croissance qu'il y a devant nous, en fait. Ouais.
Et juste, je voudrais rajouter un tout petit point là-dessus, il faudra, et pour l'ensemble de l'auditoire, c'est que l'efficacité va devenir aussi le maître mot. Aujourd'hui, quand on va acheter une voiture électrique, on dit quelle est l'autonomie. L'autonomie, c'est un tout petit sujet. On devrait s'intéresser sur quelle est la courbe de charge de la voiture en fonction du taux de remplissage de la batterie. Et pareil sur les bornes. Et on va vérifier qu'au final, le temps de charge pour tel véhicule, tel modèle, va être de telle durée et qui va avoir consommé tant d'énergie. C'est ça qui va compter au final, c'est combien d'énergie on utilise pour recharger en quel temps tel type de véhicule. Et ça, ces analyses-là, elles font partie du conseil qu'on peut apporter, qui va donc, je veux dire, aujourd'hui, n'achetez pas un véhicule en ne demandant que l'autonomie. Il y a également, bien sûr, l'efficacité, quel est le nombre de kilowatts par kilomètre parcouru, qui sont des kilowattheures par kilomètre parcouru, qui est important. C'est donc ça dépend de la forme de la voiture et de son poids, etc. C'est ces éléments-là qui vont faire que votre choix sera un choix efficace ou pas. Très bien. Donc, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de derniers mots de Jérôme, Vincent et Arnaud, on va terminer à l'heure suisse. En fait, une minute un peu trop tard, mais je vous remercie à tous et toutes pour participer dans notre webinaire. Et puis, les messieurs sont aussi sur LinkedIn et vous pouvez les demander d'autres questions encore après le webinaire. Ils sont présents pour vous. Et je vous souhaite encore un très bon après-midi de Zurich et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup.